Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau texte du bac, donc le texte 6, qui comme j'ai dit dans le texte précédent pour introduire ce fameux texte, nous sommes dans l'œuvre des caractères de la Bruyère, qui est l'œuvre de la séquence de la littérature d'idées et qui s'étendra sur trois textes, donc le texte 6 actuel, le texte 7 et le texte 8. Et donc comme d'habitude, pour chaque texte, je vais reprendre la méthode du bac avec l'introduction, la lecture du texte, approfondie, évidemment l'examinateur arrêtera entre-temps. Ensuite, les mouvements et la lecture analytique ou linéaire, on peut dire, de chaque partie avec les procédés, tout ça, en donnant plein de détails. Et ensuite en concluant, et donc en résumant, en répondant à la problématique, et en proposant une à deux ou trois parfois, enfin plusieurs ouvertures possibles, probables, adaptées. Donc généralement, c'est les ouvertures, c'est soit pour comparer avec une autre œuvre, soit pour s'interroger sur un thème, soit pour introduire à la suite à ce qui va se passer après. Donc voilà. Je vais à présent commencer la lecture, commencer l'oral. Donc, par l'introduction. Donc, tout d'abord, les caractères de la Bruyère sont une œuvre du genre de la littérature d'idées, rédigée par le moraliste Jean de la Bruyère en 1688. Donc dans cette œuvre composée de plusieurs livres, et les livres qu'on va étudier sont les livres 5 à 10, et le livre étudié aujourd'hui, enfin l'extrait de livre qu'on étudie aujourd'hui, c'est le livre 5, qui parle de la société, il traite de la conversation, donc la société, la conversation en société, donc la manière de parler, d'avoir un langage adapté, mais pas trop excessif. C'est-à-dire que de bien parler, d'avoir un langage aisé, d'être poli, d'avoir un langage intellectuel, de parler de choses intellectuelles, mais sans que ça devienne trop ridicule, sans paraître avoir l'air d'un précieux ou d'un pédant. Ridicule. Donc voilà. Et l'œuvre, d'un point de vue global, parle un petit peu donc de la critique de la société réalisée par La Bruyère, Jean de La Bruyère, qui est un moraliste, donc qui analyse par le biais de caractères, donc il analyse le caractère de personnes. C'est essentiellement le caractère moral, la manière dont ils se comportent en société. Donc ça peut être qu'ils se comportent à la cour du roi, en société, dans des salons, dans des grands lieux, que ce soit mondains, pas mondains, dans des lieux de rassemblement, etc. Il analyse en fait des personnages qui symbolise un caractère, enfin qui représente un caractère, mais un caractère général. Donc évidemment, il ne peut pas analyser chaque personne d'un endroit, mais il va analyser une personne en particulier, soit la plus remarquable, remarquante, qui se laisse le plus remarquer, soit une personne dont le caractère est globalisant. C'est-à-dire que il y a une personne où ça se voit beaucoup et en fait son caractère est présent chez un peu tout le monde, mais il va en sélectionner. Donc voilà, et ces caractères sont assez variés et sont rangés par thème. C'est-à-dire il y a des caractères qui vont se ranger dans la fortune. Donc là, il va analyser comment les gens ont un rapport avec l'argent, un rapport avec la fortune, comment ils la mettent en valeur, comment ils la présentent, comment ils vivent autour de ce phénomène-là. Ensuite, là, donc celui qui est l'extrait d'aujourd'hui, c'est va analyser comment le personnage d'Assis va se comporter en société, comment il va parler, la manière dont il va s'exprimer. Et en fait, il va effectuer une critique. Donc généralement, une critique, c'est plus penché sur le négatif quand on use le verbe critiquer, c'est plus pour un côté négatif. Et on va analyser comment il critique justement d'un point de vue négatif ce caractère et comment il corrige ce mœurs, hein, comment il propose une morale pour corriger. Et en fait, globalement, ces textes, donc il établit des portraits. Donc c'est le cas de le dire, c'est un vrai artiste, un vrai peintre, où il va peindre justement les personnages en exprimant un petit peu d'un point de vue comique. Hein, c'est pour ça qu'on parle de la comédie sociale, c'est pour ça que le thème, ça se rapporte à la comédie sociale, le parcours. Voilà, on va analyser comment il décrit les personnages. Donc essentiellement, c'est un caractère moral. Parfois, il va y avoir des caractères physiques, leur manière de se comporter physiquement, soit par leur tenue, soit par leur posture. Mais globalement, c'est vraiment leur manière morale de s'exprimer, d'avoir un rapport avec l'argent, d'avoir un rapport avec d'autres personnes, etc. Donc c'est vraiment dans cette analyse-là, dans ce point de vue de critique, mais ensuite, il va proposer généralement à la fin de chaque portrait une morale qui vise à corriger. Donc voilà, c'est un moraliste puisqu'il analyse, donc c'est un analyste de son temps, il analyse différents caractères, mais c'est un moraliste puisqu'il propose une morale en correction. Il cherche à corriger les mœurs de son siècle. Donc voilà, et ce qui soutient un peu donc, une morale un petit peu globalisante
qui permettrait le bonheur commun, une bonne entente commune, une bonne vie commune, une bonne vie en société, c'est de se comporter, donc c'est pas le seul à déployer cette idée, hein, c'est de se comporter en tant qu'honnête homme. Donc honnête homme, la définition d'honnête homme, c'est tout ce qui nous unit, tout ce qui nous rassemble, et tout ce qui peut conduire à un bien commun, à une bonne entente commune, à des bonnes manières de vivre ensemble, d'être poli, de s'entraider, etc. C'est tout ce qui vise à la bonne vie en communauté. Donc c'est pas le seul, hein, il va y avoir d'autres auteurs, hein, comme je disais, donc il y a par exemple les Maximes de la Rochefoucauld, où ils défendent cette même idée. Il y a le Duc de Saint-Simon, il y a aussi Sainte-Beuve, il y en a plein qui défendent ces idées-là. Donc voilà. Et en fait, pour la composition de l'œuvre, pour présenter un petit peu, donc généralement, voilà, comme on l'a dit, il y a les portraits, donc là, il analyse, il critique un peu au passage en se moquant, hein, c'est la comédie sociale, puis il propose une morale. Et parfois, en fait, ça se compose en deux parties, il y a des fragments et des exemples. C'est-à-dire qu'il y a une partie exemple où ça présente le caractère d'un personnage, donc ça dit son nom, ou du moins ça présente comment il se tient, comment il parle, comment il vit, etc., etc. Et à côté, il y a un fragment, c'est un peu comme on pourrait dire comme un extrait un peu de loi qui moralise vraiment ce portrait en y décrivant les inconvénients et en y corrigeant les défauts de ce caractère. Donc voilà. Et donc il y a un des fragments qui se lie au livre 5, le fragment 77, qui dit, je cite, ces plus grandes choses, donc ça va se lier au portrait que nous allons étudier, le portrait d'Assis, ces plus grandes choses n'ont besoin que d'être dites plus simplement, elles se gâtent par l'emphase. Donc ce qu'il va viser à dire, on va voir la manière dont va s'exprimer Assis, et en fait, on va voir qu'il s'exprime de manière très difficile, en voulant se donner un petit peu de l'honneur, de l'admiration, mais en fait ça devient ridicule. On va voir qu'il a un peu le rôle d'un pédant ridicule, un peu d'un précieux, alors qu'il n'a pas besoin, enfin ça devient ridicule en fait le fait qu'il veuille se comporter en pédant ou en précieux. Donc voilà, et on va maintenant passer à la lecture du texte. Donc, je vais lire, donc c'est parti, je vais tout lire comme d'habitude. Que dites-vous? Comment? Je n'y suis pas. Vous plairait-il de recommencer? J'y suis encore moins. Je devine enfin. Vous voulez, Assis, me dire qu'il fait froid. Que ne disiez-vous? Il fait froid? Vous voulez m'apprendre qu'il pleut ou qu'il neige? Dites, il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage et vous désirez de m'en féliciter? Dites, je vous trouve bon visage. Mais répondez-vous, cela est bien uni et bien clair. Et d'ailleurs, qui ne pourrait pas en dire autant? Qu'importe, Assis. Est-ce un si grand mal d'être entendu quand on parle et de parler comme tout le monde? Une chose vous manque, Assis, à vous et à vos semblables, les 10 heures de Phébus. Vous ne vous en défiez point, et je vais vous jeter dans l'étonnement. Une chose vous manque, c'est l'esprit. Ce n'est pas tout. Il y a en vous une chose de trop, qui est l'opinion d'en avoir plus que les autres. Voilà la source de votre pompeux galimatia, de vos phrases embrouillées, et de vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet homme, ou vous entrez dans cette chambre. Je vous tire par votre habit, et vous dis à l'oreille, ne songez point à avoir de l'esprit, n'en ayez point. C'est votre rôle. Ayez, si vous pouvez, un langage simple, et tel que l'on ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit. Peut-être alors croira-t-on que vous en avez. Voilà pour la lecture du texte avec le portrait d'Assis. Je vais maintenant vous exprimer la problématique que nous pouvons nous poser à travers la lecture du texte. Donc la problématique est la suivante. De quelle manière, par la théâtralité du dialogue, La Bruyère peint-il en tant que moraliste le caractère ridicule d'un précieux sans-esprit qu'incarne Assis? Donc pour faire simple, c'est comment La Bruyère, dans ce portrait, critique le personnage d'Assis. Hein. Je pourrais dire, voilà, de quelle manière, par la théâtralité du dialogue, donc ce dialogue un peu, cette mise en scène un peu théâtrale, Jean de La Bruyère peint-il en tant que moraliste, donc dresse-t-il le portrait d'Assis, qui a un caractère qui se prend pour un précieux, qui a un caractère d'un précieux ridicule, un pédant ridicule sans esprit. Et donc pour les mouvements, il y en a deux, des lignes 1 à 8. Le premier mouvement, c'est un dialogue fictif entre La Bruyère et Assis, qui dénonce de manière comique et théâtrale la difficulté de comprendre la pensée d'Assis, mais aussi dénonçant son aspect ridicule. Donc La Bruyère, là, dans le premier mouvement, il analyse comment il essaye de parler et il déploie le côté ridicule et il insiste sur ce côté-là qui devient comique aux yeux des spectateurs. Donc c'est pour ça qu'on parle de comédie sociale. Et dans le deuxième mouvement, des lignes 9 à 16, une tonalité didactique propre à enseigner, instruire. Donc c'est le do carré, hein. Il y a le plat carré, do carré, donc là c'est le do carré, où La Bruyère expose l'art de bien converser. Donc il emploie une morale de manière à le corriger
et à lui indiquer comment faudrait se comporter de manière normale, simple, et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et là, on pourra penser qu'il a l'esprit, effectivement. Et donc oui, un autre élément qu'on aurait pu rajouter dans l'introduction, c'est cette idée, voilà, encore une fois, donc c'est comme les textes au théâtre, comme les textes d'avant, il y a toujours cette idée que se poursuit du plaquer de querer, l'idée à chaque fois de divertir, de plaire et divertir les spectateurs, le public, mais aussi au passage, par le bien d'un portrait, en fait, il nous instruit. Parce qu'il y a peut-être des gens par ce portrait qui vont s'identifier et qui vont pouvoir se servir de la morale de la Bruyère pour se corriger, car il y a des portraits qui restent présents, les portraits de la Bruyère, il y en a certains qui restent présents à notre époque. C'est pas parce que l'époque est différente que nos portraits sont tellement différents, il y a des caractères qui restent semblables, et par conséquent, les morales, les corrections de la Bruyère peuvent y être efficaces à utiliser. Donc je vais commencer par la lecture, donc la lecture analytique ou lecture linéaire, hein, donc c'est la même chose. En fait, une lecture analytique, c'est une lecture qui répond à une problématique en passant par des thèmes, donc c'est le cas de le dire, c'est ce qu'on va faire, mais ça revient même de dire que c'est une lecture linéaire, parce qu'on va également étudier ligne par ligne. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est la même chose, donc ça c'est une petite parenthèse, que vous dites lecture analytique ou lecture linéaire, en fait c'est la même chose. En tout cas, vous analysez ligne par ligne en répondant à une problématique dans des parties ou sous-parties. Voilà, alors je vais commencer. Le texte commence, c'est le cas de le dire, à la ligne 1, par une série de questions, un questionnement intégré par La Bruyère qui vise à comprendre la pensée d'Assis qui a du mal à s'exprimer. Donc je cite, que dites-vous? Comment? Vous plairait-il de recommencer? Donc trois interrogations, de ces interrogations rhétoriques, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse. Enfin, il va pas répondre d'emblée, c'est juste il s'interroge La Bruyère sur comment il pourrait comprendre justement le point de vue, enfin la pensée d'Assis et comment il pourrait l'aider. Donc c'est ça, c'est questionnement. Et que dites-vous? On comprend bien que dans la première question, La Bruyère il est dans l'ignorance, il ignore la pensée d'Assis et en fait il va justement chercher à la chercher. Et donc La Bruyère, voilà, il va essayer comme j'ai dit, hein, de comprendre la pensée d'Assis et essayer de le corriger. Donc à la ligne 2, là ça n'a pas avancé, il dit, je cite par la phrase simple, j'y suis encore moins. C'est encore pire, il comprend moins. Et enfin, là il y a l'éclairement avec le verbe deviner, suivi de l'adverbe enfin. C'est un peu comme si c'était, pour le sens imagé, hein, l'ampoule qui s'allume, il y a un déclic, il y a une remise au contact, on va dire. C'est que La Bruyère arrive enfin à démêler un peu la pensée que débite Assis. Il arrive enfin à comprendre. Je cite, vous voulez Assis me dire qu'il fait froid. La proposition subordonnée relative qu'il fait froid indique ce qu'a voulu dire Assis. Enfin, c'est ce qui est déclaré, ce que voulait dire Assis, et ce que comprend du coup par conséquent ce qu'interprète La Bruyère à travers ce qu'a dit Assis. Il arrive enfin à comprendre. Et il le déclare en ce sens pour l'aider. Que ne disiez-vous? Il fait froid. Et ensuite, il continue. Vous voulez m'apprendre, par des PSR, pour responsabilité relative, qu'il pleut ou qu'il neige? Dites, il pleut, il neige. Donc l'impératif présent à la ligne 4, dites, indique la correction, enfin met en valeur la correction que propose La Bruyère en disant dites, il pleut ou il neige. C'est sous forme d'ordre, mais un ordre pas vraiment ordonné, c'est-à-dire que ça prend la forme d'un ordre, mais c'est plus dans le sens d'un conseil. Enfin voilà, c'est pour la petite précision. Ensuite, il continue, donc il continue d'analyser sa pensée avec le verbe conjugué au présent simple d'un adjectif trouver. Vous me trouvez bon visage. Et voilà, il le dit, vous désirez, donc le deuxième verbe conjugué au présent simple d'un adjectif, vous désirez de m'en féliciter. Dites, il y a encore une fois l'impératif, c'est l'impératif qui sert à donner un ordre, mais présenté sous forme d'un conseil. Je vous trouve bon visage. Donc, je lui apporte d'emblée, avant la deuxième partie, il lui apporte déjà des corrections, on va dire, verbales pour les discussions. Et après, à la ligne 6, les adjectifs unis, bien et clairs, indiquent ce que suggère La Bruyère de manière simple, c'est qu'elle veut dire à Assis, justement, c'est de parler de manière simple. Il n'y a pas besoin qu'il se comporte en tant que précieux ou pédant, parce qu'en fait, le fait qu'il veuille bien se comporter, limite, c'est comme s'il apprenait à bien se comporter, mais en fait, c'est presque ça, c'est excessif, ça devient ridicule, et la preuve, c'est qu'il a du mal à parler. Et donc, La Bruyère le suggère de parler plus simplement,
Et c'est ça qui lui permettra d'être plus à l'aise et de paraître justement plus intelligent, d'avoir plus d'esprit, d'être plus un intellectuel. Et en ce sens, en fait, quand La Bruyère corrige Assis et lui propose d'emblée des corrections de langage, en fait, il prend un peu le rôle d'un psychologue, entre guillemets. C'est assez imagé, hein, mais en fait, c'est un peu cette image-là parce qu'il le conseille. C'est un peu comme si c'était un conseiller bancaire ou je sais pas quoi, d'un point de vue contemporain, ou son psychologue, puisque il est là, il communique avec Assis, il analyse le problème qu'a Assis, et lui propose d'emblée déjà une correction verbale avant de lui proposer une vraie morale d'un point de vue global quand il aura analysé tout le comportement d'Assis. Et ensuite, juste avant les adjectifs que j'ai cités, à la ligne 5, il y a l'usage d'un discours indirect rapporté, répondez-vous, je cite, à la ligne 5, hein, c'est le cas de dire, il attend peut-être une réponse justement de la part d'Assis par rapport à la correction que la Bruyère lui a faite. Donc il attend sûrement une réponse positive dans le sens où Assis pourrait peut-être le remercier et par conséquent appliquer ce que lui a dit, ce que lui a conseillé justement la Bruyère. Et en conséquence de cette analyse, de ces petites corrections, la Bruyère propose une question, hein, vraiment il interroge Assis, il lui parle face à face, il lui demande, je cite à la ligne 7, est-ce un si grand mal d'être entendu quand on parle et de parler comme tout le monde? Ce que ça veut dire plus simplement, c'est est-ce que c'est compliqué de parler bien, quoi. Je le dis de manière très familière, mais en fait c'est que comme ça qu'on peut comprendre. C'est est-ce que c'est vraiment difficile de parler bien, quoi. C'est ça de bien parler en société, est-ce que c'est difficile? C'est ça qu'il veut lui demander. Et par conséquent, donc il s'attend sûrement, c'est un peu une réponse fermée, hein, comme dans les lettres de Mme Sévigné, on peut supposer quand même que la Bruyère s'attend à une réponse positive de la part d'Assis, et par conséquent, au-delà juste de répondre oui, ce serait surtout d'appliquer, de parler comme le conseille la Bruyère, de parler de la même manière, d'une manière aisée, et simple, en restant simple, uni et clair, hein, comme avec les adjectifs qu'il emploie à la N6. Donc ça, c'est pour la première partie. Et ce qui est comique, pour en revenir à la première partie, on a dit un dialogue fictif. Donc c'est un dialogue fictif entre la Bruyère et Assis, puisqu'ils ne parlent pas face à face. C'est surtout la Bruyère qui nous parle en tant que spectateur, en essayant justement comme si, c'est fictif, hein, comme s'il parlait à Assis. Et en fait, dans cette manière de formuler son texte, on a l'impression qu'il est face à lui, qu'il lui parle et qu'il l'interroge. En fait, non, il n'y a pas de réponse. C'est pour ça qu'on peut considérer que c'est des questions rhétoriques. Mais en tout cas, il analyse bien, il pose des questions, et ensuite, il explique un petit peu ce qu'il a compris quand Assis a parlé. Et ensuite, il propose des solutions. En fait, c'est pas qu'il invente une vie, mais c'est pour ça qu'il y a un dialogue fictif. C'est pour ça que c'est pour expliquer le côté fictif. Donc voilà, et c'est la difficulté de comprendre la pensée d'Assis, mais il dénonce son aspect ridicule, c'est ça comme on l'a dit. Et ce qui est comique justement déjà, c'est pas ce dialogue fictif, un petit peu inventé entre guillemets par la Bruyère, mais surtout la manière dont s'exprime Assis. Enfin, c'est quand même là pour dire il pleut ou il neige ou il fait froid. Ça nous paraît complètement banal. C'est surtout ça qui est comique, c'est que ce que la Bruyère nous fait comprendre, bon là c'est un exemple, mais que pour des choses simples, il se complique la vie énormément. Enfin, il se complique énormément la vie, et c'est ça qui est ridicule et qui peut paraître comique aux yeux du spectateur. Voilà. Donc maintenant, on entre dans le deuxième mouvement, où là, cette fois-ci, c'est le côté vraiment moralisateur. Donc, c'est un peu le plus divertissant, c'est vraiment les premières parties, hein, dans les textes de la Bruyère. C'est vraiment le côté plaisant, c'est marrant, c'est amusant. On assiste à un spectacle, entre guillemets. Tandis que la deuxième partie, moi, je trouve que c'est plus important. Enfin, en fait, c'est assez subjectif, mais globalement, c'est quand même très important parce que c'est le moment où il apporte la correction, il corrige les mœurs, il corrige les défauts. C'est vraiment le moment le plus important parce que il veut qu'on se comporte comme un honnête homme, il veut faire régner cette idée d'honnête homme, ce qui est tout à fait appréciable et acceptable. Et donc là, on rentre voilà dans la partie du doqueré, la partie comment dire, explicative, où la Bruyère apporte la morale, parce dans la première partie, il a bien pu analyser le caractère d'Assis, et il va en tirer des conclusions sur son problème, parce on va les citer, et il va en conséquence proposer des corrections, mais plus générales. Donc, parce qu'au début, dans le texte, il corrigeait juste les quelques paroles, mais là, il va vraiment comprendre le problème, le réel problème d'Assis, ce que j'ai déjà répété plusieurs fois, et ce que je vais répéter, et il va vraiment apporter une solution. Et ce qui est bien, c'est que d'un côté, il apporte des solutions générales, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des caractères communs à 6 ou à d'autres caractères qu'on verra dans le texte 8 et 9. Néanmoins,
parfois il arrive aussi à faire des morales adaptées à chaque caractère, adaptées à chaque personnalité, à chaque trait de caractère. Donc tout d'abord, le premier chef d'accusation, c'est, je cite à la ligne 8, « Une chose vous manque, à 6, à vous, à vos semblables, les diseurs de Phébus. Vous ne vous en défiez point, et je vais vous jeter dans l'étonnement. Une chose vous manque, c'est l'esprit. » Donc il développe sa phrase pour en fait dire simplement que ce qui manque, c'est l'esprit. Enfin, simplement, c'est quand même assez important, hein, l'esprit. L'esprit dans une conversation, c'est très important. Mais la manière dont il le dit, il rallonge un petit peu pour le dire justement. Lui, la manière dont il parle, la Bruyère, il le dit de manière assez aisée, assez polie. Il lui balance pas, désolé du langage familier, il lui balance pas dans la gueule, en fait, t'as pas d'esprit, t'es con, voilà. Je le dis de manière familière, mais à chaque fois, c'est mieux pour mieux comprendre. Et voilà, il lui fait comprendre que il y a pas besoin de se compliquer la vie, mais juste de parler de manière polie et d'avoir l'esprit de dire simplement ce qu'on pense au lieu de chercher compliqué. C'est simple et c'est comme ça qu'on pensera qu'il y aura l'esprit. Et donc, la phrase, voilà, il se fait passer pour un accusateur. Hein, là, il prend le rôle d'un juge, il incarne un peu un juge, la Bruyère, par ce premier chef d'accusation. Et il dit par la phrase complexe, voilà, vous ne vous en défiez point, et je vais vous jeter dans l'étonnement, ligne 9. Donc, il prend un peu le temps pour au final arriver, pour découler sur ce qui est le chef d'accusation, c'est le manque d'esprit. Et attention, je cite, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Les démonstratifs ce et suivi du pronom numéral tout, ça veut dire qu'il y a un deuxième chef d'accusation. En fait, il y en a plusieurs. Et donc, il y a la forme impersonnelle il y a, qui indique la suite. Et je cite, il y a encore une fois cette idée un petit peu d'excès. Toujours cette idée d'excès qui est mise en valeur par des adjectifs trop, tout. Voilà, ces pronoms un petit peu numéral entre guillemets. Hein. Ces adjectifs de quantité, c'est quantifieur, on peut dire. Il y a en vous une chose de trop. Déjà, une chose, il la qualifie pas direct. Hein, le nom commun chose, c'est pas qualifié directement. C'est une chose, c'est un peu abstrait. Et de trop, ça indique qu'il y a vraiment cette idée d'excès. Il y a un excès. Et ensuite, il développe à la ligne 11 ce que c'est, par une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui, je cite, qui est l'opinion d'en avoir plus que les autres. Donc il y a une comparaison, il y a un comparatif de supériorité, plus que les autres. C'est-à-dire qu'il souligne l'idée qu'en fait, Assis, en voulant se rendre un petit peu, en prenant ce rôle de pédant, de précieux, et ben en fait, il pense en avoir plus que les autres, il se croit supérieur. Voilà, mais en fait, c'est pas le cas. Donc il faut ce que la Bruyère indirectement l'invite à revenir à la réalité, à redescendre ce qui, je le dis de manière familière, mais c'est un peu, il veut dire redescendre coco, quoi. C'est-à-dire là tu prends trop la confiance, c'est le cas de le dire. Il se croit trop, il est trop à l'aise, quoi. Il prend trop la confiance, il est très à l'aise. Alors qu'en fait, il faut être simple, Et c'est comme ça qu'on croira qu'il aura de l'esprit. Donc, voilà. Et donc le nom commun esprit, c'était vraiment la chute. Hein. Juste avant la première accusation, le nom commun esprit, c'est la chute. Et pareil, l'opinion d'en avoir plus que les autres, c'est également la chute. En fait, à chaque fois, c'est les deux chutes des chefs d'accusation où on sait vraiment de quoi il est accusé et quels sont ses défauts. En fait, c'est des accusations qui sont des défauts. Et en fait, il prend le rôle d'un juge, il incarne un juge, un petit peu la Bruyère. C'est pour ça que c'est un moraliste. Hein. Attention, juste petit détail, c'est pas moralisateur, c'est moraliste. Faut bien dire moraliste. Et non moralisateur. Ça peut se dire, mais là, c'est vraiment moraliste. Il moralise les caractères qu'il peint. Il apporte des morales. Et en fait, comparé à un juge, donc il prend le rôle d'un juge parce il dénonce, il accuse par des chefs d'accusation, mais comparé à un juge, il ne condamne pas. Ça, c'est important, il ne condamne pas et il corrige. Donc c'est plus, au début, c'est un peu un humoriste, hein, c'est un peu un sketcher, on pourrait dire. Il raconte un sketch, la Bruyère. Ensuite, c'est un juge, il indique les chefs d'accusation. Et ensuite, c'est un peu un correcteur, hein, c'est un correcteur blanc, c'est le typex, comment on pourrait dire, c'est un peu le psychologue, voilà, il est là pour conseiller, pour aider, c'est un conseiller, c'est le cas de le dire. Et à la fin, en fait, c'est un agrégé de français, quoi, c'est un philosophe, c'est le cas de le dire, c'est un philosophe, il incarne un philosophe en moralisant, quoi, c'est comme un papa, c'est comme un prêtre qui prêche, c'est comme un professeur qui explique un cours,
Donc voilà. En fait, La Bruyère, il prend plusieurs rôles pour en former qu'un seul, en fait, son rôle principal, Jean de La Bruyère, moraliste. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on pourrait carrément recréer des caractères à notre époque. C'est qu'il y a plein de caractères semblables, ou même différents, qui ont évolué plus ou moins positivement ou négativement, qu'on pourrait analyser et proposer justement des corrections pour se comporter, toujours dans cette optique de l'honnête homme, se comporter en honnête homme. Enfin, donc là, on est dans la fin de la deuxième partie, mais on aurait presque pu distinguer une troisième partie, puisque là, il a fini les chefs d'accusation. Hein. Il y a la préposition voilà, la ligne 11, qui indique un petit peu la fin des chefs d'accusation. Donc il y en avait 2 au final. Et il déclare ensuite par une phrase simple la source de votre pompeux galimatias. Donc là, l'adjectif pompeux, ça indique que c'est lourd, il y a un excès. Galimatias, ça signifie quelque chose de quelconque, c'est un peu brouillard, c'est un peu négatif quand même, galimatias. Il déclare ensuite, hein, il le dit ouvertement, sans gêne, vos phrases embrouillées. Donc le participe passé embrouillé, c'est pareil, c'est assez péjoratif, hein, ça indique le défaut. Et enfin, vos grands mots, suivi la proposition subordonnée relative, donc là on est à la ligne 12 hein, encore, qui ne signifie rien. Donc là il est vraiment clash, il est direct, au moins il n'est pas hypocrite, ça c'est un avantage, mais il indique vraiment le problème, c'est qu'en fait, ces deux chefs d'accusation sont la source justement de ce problème général qui contient, enfin voilà, qui cause du coup des phrases embrouillées, donc des phrases un peu mélangées, des mots qui n'ont pas tellement de sens ou qui sont pas à leur place, ou voilà, et c'est ça qui est excessif. Et le problème, c'est qu'ils pensent bien faire, alors qu'en fait, non, c'est pas le cas. Et enfin, là, ça en découle sur la dernière partie, où en fait, on pourrait même dire que La Bruyère, c'est presque un médecin, puisqu'il propose un remède. Donc il met en avant une dernière situation des lignes 13 à 16, où là il dit, je cite, vous abordez cet homme ou vous entrez dans cette chambre. Donc c'est 2 lieux sociaux, enfin 2 points sociaux. Il donne un premier exemple. Voilà, quand tu vas aborder quelqu'un, donc et là il a cité un homme, ça peut être une femme, ça peut être peu importe. Hein. C'est un homme d'un point de vue général. Ou alors vous entrez dans cette chambre, donc c'est-à-dire vous entrez dans cet endroit, dans ce salon, dans ce café, voilà. Et il lui donne un exemple. C'est pas vraiment qu'il lui explique, mais pour lui expliquer simplement, il lui donne un exemple d'une mise en situation. Et il dit par l'usage de la négation, je cite, ne songez point à avoir de l'esprit, n'en ayez point. Donc, premier conseil. Donc, ne pensez pas bien faire en voulant avoir l'esprit. N'en ayez pas, restez simple, c'est ça qu'il veut dire. Le pronom démonstratif c'est indique ce que c'est, justement, c'est votre rôle. Et ensuite, il y a toujours l'impératif, l'impératif présent, qui, encore une fois, on est toujours dans cette idée d'ordre un peu, mais sous forme de conseil. Ayez, si vous pouvez. Donc, ayez, c'est un ordre, mais sous forme de conseil. Si vous pouvez, il y a une condition, si jamais vous pouvez. Un langage simple. L'adjectif simple qui se lie au langage indique la manière dont tu vas parler. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, il doit parler simplement. Et comme j'ai dit pour conclure, et c'est ce qu'il dit, ensuite il y a la proposition coordonnée, soulignée, enfin présentée, introduite, voilà, par la conjonction de coordination est telle que, donc ensuite la proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif que l'on ceux qui en ont, qui en vous ne trouvez aucun esprit, peut-être alors croira-t-on que vous en avez, dernière PSR, proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif qui indique que, en conclusion, s'il parle simplement, qu'il ne se complique pas, et ben là on pensera que c'est quelqu'un, un homme d'esprit, un honnête homme. Voilà, donc pour conclure ce texte, La Bruyère nous a mis en avant, nous a peint, nous a dressé en œuvre le portrait d'Assis, qui est présenté comme un pédant ridicule, un précieux, un pédant ridicule qui a du mal à s'exprimer, même pour des simples choses, et qui se croit justement pédant, précieux, qui se croit original en essayant d'avoir un vocabulaire très complexe, en employant des expressions complexes, mais en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que par la manière dont il s'exprime, il paraît plus ridicule qu'original et admirable. Et donc La Bruyère l'accuse ensuite au milieu du texte, puis il lui propose des solutions adaptées à son cas, hein, adaptées à lui, mais ces solutions
peuvent être interprétés d'un point de vue général. Voilà, et en guise d'ouverture, nous pouvons comparer à une citation. Donc là, on peut faire une comparaison avec une autre œuvre, l'art poétique de Nicolas Boileau, qui dit, je cite, donc, sur cette idée de la manière de bien parler, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Donc ça clarifie à juste titre ce qu'essaye d'offrir en remède, en solution, La Bruyère à Assis, c'est que ce que l'on conçoit bien, la manière dont on parle simplement, ça s'énonce bien. On parle simplement, ça s'énonce clairement. En plus, ça rime. Ces deux adverbes riment. Là, dans les audios que je vous fais, je m'exprime certes de manière un peu compliquée globalement pour expliquer. Néanmoins, il y a quand même des moments où j'emploie un peu un langage, on pourrait dire, familier, pour être plus simple, pour expliquer plus simplement. Et au final, j'espère en tout cas, normalement, vous devrez comprendre. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Et le prochain texte, le texte 7. Merci.